tous et toutes d'être ici présents ce soir. Je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Mon nom est Micheline Bourque. Je suis la présidente et fondatrice du Club de lecture à faire. Le Club de lecture, c'est un projet sur lequel je travaille depuis plus de 2 ans maintenant et le rêve devant moi, c'est de créer un carrefour qui va permettre de réunir les adeptes de la littérature d'affaires dans une perspective de découvrir des livres, d'échanger autour du livre et bien sûr d'apprendre par le livre. Et tout ça dans le contexte de la francophonie. Ce soir, nous sommes à Montréal, mais qui sait, dans quelques mois, serons-nous à Paris, serons-nous ailleurs? Qui sait? Mais au moins, avec le web, on est en mesure de produire beaucoup d'échanges. Et voilà. Alors voilà le petit pitch pour le club de lecture. Notre principale activité jusqu'à maintenant a été le Sommet du livre à faire, qui est une initiative web qui permet justement de venir à la découverte d'auteurs de France et du Québec. Pour l'instant, cette année, on souhaite avoir au moins un Belge, mais on n'est pas certain encore. On travaille là-dessus. Alors, avant de présenter nos invités, je voudrais refaire quelques petits remerciements. J'aimerais remercier en premier lieu le Club universitaire de Montréal, qui est une grande institution qui me permet de produire des événements ici dans un endroit, j'espère que vous conviendrez, qui est tout à fait magnifique, un endroit avec énormément de racines, 110 ans d'existence et qui réunit des gens légèrement intéressant, là, on n'est pas sûr, là, mais il y a quelques membres ici avec nous, mais des gens qui amènent des expériences professionnelles, des parcours et qui ont envie d'échanger, donc c'est un privilège pour moi d'être ici. J'aimerais aussi remercier Conférence Pro. Conférence Pro est une entreprise dont les bureaux sont à Boucherville, qui se spécialise dans la création et la production de vidéos pour fin de formation. Alors évidemment, vous comprenez que moi, je suis intéressée à collaborer avec eux, donc on va devenir partenaire. Merci beaucoup au président, M. Bruno Fortier, de nous accompagner. C'est eux qui vont enregistrer l'entretien ce soir. Et j'aimerais aussi remercier la dame qui est en arrière, qui vient de la Coop HEC. La Coop HEC va également devenir partenaire du club de lecture. Ils vont nous accompagner dans les événements qu'on produit, notamment ici et possiblement ailleurs. Donc, merci à la Coop HEC. Merci, Lynn, de ton intérêt pour ce qu'on fait. Bon, c'était pas trop long? Non, correct? Ça va bien. Parfait, excellent, on est bien relax. Donc, nos invités. Alors, je vais vous les présenter. Il s'agit de M. Éric Giasson, qui est l'auteur du livre qu'on va discuter, Mme Sophie Ducharme. Avant de leur céder la parole, je vais vous expliquer pourquoi ils sont là. Ils sont là parce que j'ai appris de l'existence de M. Éric Giasson via un événement qui a eu lieu l'été dernier, qui mettait en valeur un livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'échec ». Et dans ce livre-là, il y avait un témoignage d'Éric qui parlait de son parcours. Et pas longtemps après, je suis allée à cet événement, Éric m'envoie une invitation à venir à mon lancement. Je suis allée au lancement et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ce livre-là. Alors, je suis allée et j'ai dit, qui pourrait faire un entretien intéressant avec Éric? Vous allez voir son histoire. Le livre s'appelle « Le courage de réussir, les 5 leçons de vie du yogi de Wall Street ». Qui peut être la meilleure personne pour venir avec moi faire l'entrevue? Et c'est elle! Alors, elle... Pas chanceux! C'est chanceux. Sophie Ducharme, une femme exceptionnelle que je connais depuis plus de 15 ans maintenant, qui est maintenant rendue vice-présidente associée à la Banque nationale pour le volet relations publiques. Je connais Sophie, je la connais et je l'ai vue chaque année monter une marche, monter une marche, monter une marche. Une femme extrêmement intelligente. Quand vous ferez une recherche Google sur Sophie Ducharme, moi je l'ai fait encore ce matin, et qu'est-ce qu'on voit comme article? Une patronne pas comme les autres. Un article qui a été écrit dans la presse lorsqu'elle avait une de ses nominations et qui illustre bien son grand cœur et sa capacité de faire travailler les gens. Notaire de formation. Juste défaut-là. Oui, une notaire. Mais finalement, les notaires, mais c'est pas vraiment une notaire. Finalement, je pense que tu me corrigeras, Sophie, c'est quelqu'un qui aime aider les gens. Et de l'aide, elle en donne encore aujourd'hui beaucoup via la présidence du conseil d'administration du Chanon, que vous connaissez sûrement, via la présidence du conseil d'administration du Festival Mode et Design de Montréal, et d'autres implications, et elle est en aide avec le club de lecture également. Oui. Elle a été grande communicatrice, une émission de télévision qui a été 9 ans, je pense, 10 ans, mêlez-vous de vos affaires, qui faisait valoir l'expertise du notariat. Pas être impoli. Donc, c'est une grande communicatrice. Alors, c'était-tu bon comme introduction, Sophie? C'est suffisant. C'est suffisant. Attends, je pourrais continuer, là. Je pourrais continuer. Non, merci, OK. merci. Alors, Éric
Moi, je ne le connais pas beaucoup, Éric. On s'est rencontrés au mois d'août l'année passée. Mais en fait, pour le connaître, il faudrait acheter son livre. C'est parce que son livre... On va le connaître un peu on plus va le ce connaître. soir. Mais je vais juste donner quelques petits détails. Donc, son surnom, Yogi de Wall Street, indice important. Indice important. Mais des petites choses quand même assez exceptionnelles qu'on peut signifier déjà. 4 fois Ironman, survivant du cancer, conférencier, professeur de yoga. Ce ne sont pas des théories abstraites ni des recettes faciles qu'il nous propose dans ce livre, mais 5 leçons de vie et quelques conseils pratiques dont chacun peut profiter. Donc, il va nous parler, je suis certaine, de son parcours. Je vais pas aller dans les détails. C'est un Montréalais, hein, Éric, tu es ici à Montréal, père de 5 enfants, c'est ça? 5 enfants, éduqués par-dessus la tête. Enfin, c'est des détails pour moi parce que je veux vraiment qu'on aille dans l'histoire du courage de réussir. Merci, Micheline. C'est bon? C'est-tu correct? Pas trop? Non? OK, Sophie? Bien, merci beaucoup, Micheline. Merci au Club de lecture des affaires. Merci au Club universitaire aussi de nous recevoir. Puis, je trouve ça intéressant. On n'est pas nombreux, ça va être intime. Puis, je veux souligner aussi la générosité d'Éric. Je ne le connais pas, on se rencontre pour la première fois ce soir. Et jamais il m'a demandé quel était le cadre de mon entrevue, qu'est-ce que j'allais lui poser comme question. Donc, merci de nous faire confiance, puis merci de ta spontanéité, parce que je pense qu'on va aller toucher vraiment l'authenticité. Éric n'a aucune idée des questions qu'on va lui poser ce soir. Alors, puis j'avais le goût d'appeler ça un petit peu tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Éric Giasson, le yogi de Wall Street, sans jamais avoir osé le demander. Donc, on va avoir droit ce soir de te... J'oserais répondre. Oui, je sais. Je suis même pas inquiète que tu vas vouloir répondre. Alors, merci beaucoup d'être là, puis de ta générosité et ton ouverture. En parcourant ton livre, pour les personnes qui l'ont lu et pour ceux qui le liront, on découvre le long cheminement que tu as fait. Si on se retrouvait pour partir de qui tu étais, si on demandait à des proches de toi de te décrire à l'époque de la haute finance en 2007-2008, qu'est-ce qu'on nous dirait? Qu'est-ce qu'on apprendrait sur toi? Qui étais-tu à cette époque-là? Bien, j'avais une image de réussite absolue. La maison sur le bord la grosse maison sur le bord du golfe, les voitures de luxe, les voyages. Puis on vit pas, même si tu es un peu prisonnier là, de ton image, de qui tu penses que tu es, on n'a pas une culture de vérité. Puis, déjà, là, en 2007, avant 2008, je commençais à être emprisonné un petit peu puis à être malheureux, mais ce n'est pas l'image que tu projettes. Tu projettes une image de quelqu'un qui va bien, tout est sous contrôle, je suis fort et ainsi de suite. Là, et puis, c'est ça. Fait que c'est ce que les gens auraient pensé de moi. Puis juste avant la crise de 2008, là, juste avant que je me fasse mettre dehors en même temps que 500 000 autres personnes, là, tu projettes l'image là, du gars sans faille. Là, ouais. Ouais. Mon nickname, un petit peu en finance, c'était Commander. Puis... ça en dit long quand même. Oui, c'était ça. Peut-être qu'on peut rappeler, Sophie, parce que tu t'es retrouvée à Wall Street à un très jeune âge, toi. Ouais. Tu étais dans la jeune vingtaine, mi-vingtaine. À 28 ans, j'étais vice-président chez Morgan Stanley. Okay. À New York, là. OK, juste pour vous dire. Avant ça, je travaillais à la Banque nationale. OK. Et je suis parti de la Banque nationale, c'est ça. Puis je me suis retrouvé vice-président chez Morgan Stanley, en charge des obligations canadiennes. Avec un succès fou. Avec pas mal de succès, là, tu sais, puis l'abondance absolue. Une rémunération à l'avenant. Prends le Concorde pour aller à Londres, reste au Savoy, fume les gros cigares, bois les grosses bouteilles de vin, puis la démesure absolue. Puis est-ce qu'on est heureux? Est-ce que... Bien, c'est que, tu sais, tes parents, tes parents, ils ont un agenda.
puis ils ont l'agenda de te faire devenir quelqu'un dans la vie. Là, tu sais. Puis là, ils te donnent une liste d'étapes qu'il faut que tu fasses, puis ça commence assez jeune. Il faut que tu marches, il faut que tu parles, il faut que tu ailles à l'école, la plus grande école, et ainsi de suite. Puis là, tu checkes les cases, là, tu sais, puis là, il faut que tu deviennes vice-président, puis il faut que tu changes de compagnie, il faut que tu aies un meilleur stock option, et ainsi de suite. Puis là, tu atteins toutes ces étapes-là, là, tu sais. Puis tu as checké toutes les cases, puis tout le monde te regarde, les gens te regardent dans les yeux, puis disent « Hey, mon Dieu, Éric, tu vis à New York, là, tu sais, au Connecticut, tu vas à Londres en Concorde, tu as des beaux enfants, une belle femme, mon Dieu, que tu dois être heureux, mais tu te sens un petit peu comme moi, l'image que j'ai, c'est la première communion. Là, tu sais, la première communion, c'est le premier habit que j'avais. Ma mère, elle m'avait acheté elle m'avait acheté un habit un peu serré de même. Puis moi, en plus, j'avais les cheveux frisés. Puis je voulais une séparure. Tu sais, je voulais une séparation. Puis ma mère, elle m'avait amené chez le coiffeur. Puis elle m'avait mis du tape comme ça pour que j'ai une séparation. Puis j'avais les cheveux frisés. Puis tout le monde t'a dit, mon Dieu, que t'es beau, mais t'es là, puis t'es pas bien. Tu sais. Là, tu te dis, mais écoute, il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas avec moi. Là, tu sais. Ça se peut pas là, que j'ai tout ça. Puis finalement, je suis encore pas nourri, puis pas comblé par la vie. Est-ce que tu as l'impression que c'est un rôle que l'extérieur t'impose ou qu'à un certain moment, tu te l'imposes toi-même? Oui, bien, tu donnes en impartition ton existence dans le regard des autres. Là, tu sais. Puis on vit dans une société où plus tu réussis dans une dimension ou dans une autre, plus tu reçois des médailles, des titres, de la valorisation. Et tu deviens tellement mélangé à un moment donné que tu penses que tu es ton rôle, là, tu sais, puis tu déconnectes de ton essence. Puis c'est pour ça qu'on est plusieurs là, à avoir l'impression de se sentir un étranger dans notre vie, à avoir l'impression que si les gens savaient vraiment qui nous sommes, qu'on ne mériterait pas d'être aimés, parce que l'image qu'on projette, c'est pas nous autres. On se sert de notre rôle. Puis on a plusieurs besoins humains. Ouais. Et un de nos besoins, c'est le besoin de reconnaissance. Et tu te sers de ton image pour combler ton besoin de reconnaissance. Mais une fois que je t'ai vu, le vice-président chez Morgan Stanley, bien, tu t'arrêtes de regarder. Ça fait que tu vas faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour essayer d'améliorer ton image de façon absolue ou relative, tout le temps dans le but de recevoir le regard des autres. Tu sais, puis là, bien, évidemment, ici, que c'est dans un contexte professionnel, mais ton image, ça peut être ton corps, ça peut être tes voitures, ça peut être ton linge, ça peut être tes bijoux, tu peux être le papa, le mari, et ainsi de suite. Là, tu sais. Parce que la reconnaissance, c'est parfois un cadeau quand on la reçoit, mais ça peut être un piège quand on la cherche. Bien, tu sais, puis une des leçons, tu es prisonnier, tu n'es pas libre tant et aussi longtemps que tu t'identifies à quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Comme je l'ai dit tantôt, tu donnes en impartition ton existence dans le regard des autres. Puis c'est pour ça que des fois, tu vas faire des gestes qui vont aller à l'encontre de tes valeurs. Okay? Tu vas aller à l'encontre de tes valeurs, tu vas faire des choses, tu te dis, mais mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Parce que tu as besoin de combler ton besoin de reconnaissance. Puis comme l'affaire qui reçoit ton reconnaissance, la reconnaissance, c'est pas toi. Il n'y a aucun montant, il n'y a aucun niveau de reconnaissance qui va combler ce vide-là dans toi. C'est un trou sans fond, ça, cette quête-là de reconnaissance. Tout à fait. Il faut nourrir la bête et... Puis c'est un trou sans fond. Puis ça passe direct, là, tu sais. Ouais. Éric, tu as rencontré plusieurs épreuves. Tu en parles dans ton livre. Tu sais, même si tu avais les apparences de succès, de très haut succès, de gagnant à tous les niveaux, tu parles quand même que tu as fait une dépression. Oui. Ensuite, tu as eu un cancer. Et tu dis dans ton livre que ton cancer t'a été salutaire. La dépression est venue après le cancer, mais... j'ai eu un trio de malchance là, dans les années 2000. En 2000, 2001, 2002, j'ai eu un trio de malchance. Puis pour ceux qui se souviennent de la finance, là, en 2000, on venait de privatiser Bolton Tremblay avec Montrosco Bolton. La compagnie était publique et ainsi de suite. Puis là, moi, j'avais mis toutes mes économies que j'avais ramassées chez Morgan Stanley. Puis j'avais emprunté 3 fois plus pour devenir un gros actionnaire. Puis ça, c'est juste avant la chute des Nortel, des dot-com et ainsi de suite. Les marchés avaient chuté d'environ 30-35 %. Puis comme la valeur de la compagnie est un multiple des bénéfices ont fait ça. Puis en un an, on avait perdu 85 % environ de la valeur au livre de la compagnie. Ça fait que j'avais perdu mon argent que j'avais économisé à Wall Street. J'étais net dette assez large. Ça fait que j'étais techniquement en faillite. En 2001, j'ai le cancer.
Puis en 2002, ma femme, la mère de mes enfants, me laisse pour un de mes amis. Mais pour revenir à ta question, Sophie, quand tu es déconnecté de ta vie, dans ta tête, à essayer de contrôler la vie, à ne pas accepter ce sur quoi tu n'as aucun contrôle, prisonnier de ton image. Puis quand tu es dans ta tête, tu n'es pas dans le ici et le maintenant, puis tu ne peux pas permettre à la vérité, à la vraie vérité de te nourrir, et ça dans toutes les facettes de la vie humaine. Puis quand le cancer est arrivé, bien, pour moi, ça m'a rendu humain, ça m'a rendu vivant. Puis ça, je le dis une couple de fois, là, entre autres aussi par rapport à la mort de mon père, mais le paradoxe, c'est que la mort, ça fait partie de la vie. Oui, c'est très près, en fait, hein, l'un de l'autre. Puis, si entre autres, par rapport à la mort à mon père, je dis que ça a été comme une des choses, c'était évidemment une des épreuves les plus difficiles de ma vie, mais ça a été aussi beau que la naissance d'un enfant, là, parce que ça te reconnecte avec ce qu'il y a de plus humain. Puis, tu sais, pour moi, d'être le commandant, puis d'être tout le temps en charge, puis je suis père de 4 enfants, puis ci, ça, puis j'ai la grosse job, puis tout le temps, puis tout va bien. Puis là, de me retrouver dans ma voiture à pleurer, à écouter de l'opéra italien ou à l'hôpital à recevoir les traitements. Puis c'est là que j'ai compris qu'il y avait un humain à l'intérieur de moi, puis que j'ai vu d'autres humains à l'intérieur des enveloppes, là, les infirmières qui viennent te voir à l'hôpital. Bien, il y a une humaine derrière les gens qui étaient malades à côté de moi aussi. Fait que pour moi, ça a été une shot d'épidurale, là, ça m'a reconnecté, ou plutôt c'est comme si on m'avait rebranché le cordon ombilical, là, puis ça m'a reconnecté avec la vie. Ça fait que, puis j'ai commencé à méditer à ce moment-là, j'ai commencé à me familiariser avec le bouddhisme aussi. C'est là qu'a commencé plus la quête spirituelle au moment du cancer? cancer? Bien, c'était ma 3e phase spirituelle. J'avais déjà eu 2 autres phases spirituelles, comme une à 10 ans puis une à 20 ans. Là. Je viens d'une famille très, très croyante. Ouais, okay. Et puis là, ça m'a reconnecté. Puis de ces 3 épreuves-là, OK? Fait que tu as perdu ton cash, tu as perdu ta santé, ni plus ni moins, puis tu as un de tes amis qui est parti avec ta femme, tes 4 enfants, puis ta maison, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui reste? Bien, il reste tout le reste de qui tu penses que tu es, tu sais. Tout le reste de qui tu penses que tu es, puis ça, tu peux juste l'être. Tu ne peux pas penser à être. Ça fait que j'ai reconnecté à ce moment-là avec mon essence. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans les pensées à essayer d'attirer la reconnaissance, à essayer de tout contrôler et ainsi de suite. Tu n'as pas le choix d'accepter, tu es libre, tu vis dans la vérité et ça m'a amené dans l'action. Puis ça m'a permis de rebâtir ma vie dans toutes les facettes de ma vie, là, jusqu'à la prochaine crise. C'est pour ça que tu dis que ces épreuves-là ont été un cadeau. Donc, les prochaines devraient l'être tout autant. Oui, non, j'ai définitivement la capacité de voir le cadeau dans les épreuves, mais je ne suis pas rendu au point où je veux vivre plus d'épreuves pour grandir. On appelle ça du masochisme, Sophie. Oui, on va parler là ce soir. Tu as parlé tantôt de méditation. Là, on sait que tu es professeur de yoga. Tu as passé vraiment d'un univers où c'est la performance à tout prix, hein, en finance, tu étais trader, c'est vraiment la performance à tout prix, jusqu'à là, yoga, méditation, qui est tout à fait l'inverse. Oui. Est-ce que tu as des rechutes des fois? Est-ce que tu veux être bon en yoga? Est-ce que tu veux bien méditer? Non, mais j'ai commencé à faire du yoga Ironman style, là, parce que aussi j'ai fait, c'est écrit dans le livre, on en a parlé tantôt, là, j'ai fait 4 fois Ironman, je travaillais à 50 heures, puis quand j'ai commencé à faire du yoga, le yoga est arrivé par erreur. Là. J'étais en Californie en train de... Je vais backtracker un petit peu. En 2008, j'ai perdu ma job, je n'accepte pas ça, je tombe en dépression assez sévère. Et avec des idées suicidaires. Puis là, je suis en quête d'exister. Comment je vais faire pour exister? Je me servais de ma job pour exister. Ça fait que là, moi, j'avais du cash. Fait que j'étais un gars riche un peu. Ça fait que je me servais de mon cash pour exister. J'achète des voyages à du monde. J'achète une Porsche à mon père. J'achète une Mercedes à ma blonde et ainsi de suite. Puis tu sais, j'amène comme 20 personnes à Los Cabos et ainsi de suite. Puis, mais j'avais pas tant d'argent que ça, par exemple. C'était ça le problème. Puis là, je me suis mis à trader mes économies pour essayer de survivre.
Et mon objectif, mon intention n'est plus d'essayer de maximiser mon talent dans une opportunité. Mon intention est juste de survivre et montrer au monde que je suis encore un gars riche. Fait que mes économies font ça, mon trading fait ça. J'ai comme la pire année de trading de ma vie en 2009. Et bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour exister? Puis j'avais été 4 fois Ironman. Ironman, c'est comme un gladiateur moderne. Tu sais, tu es comme bien rasé, puis tu as le tatou Ironman, puis tu te reconnais, le vélo à 10 000 $ et ainsi de suite. Là, tu sais. Fait que je vais aller en Californie, je vais refaire Ironman, et je vais en camp d'entraînement là-bas. Je me blesse. Et là, je suis obsédé à garder ce corps-là en shape parce que je me sers de ce corps-là pour recevoir de la reconnaissance. Là. Moi, là, j'existe à travers ce corps-là. J'ai comme 7-8 % de gras, puis je suis en shape au bout. Là. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour rester en shape? Je vais faire une classe de yoga en Californie, à San Diego. Puis là, je sors de là, puis je me dis, wow, c'est intéressant. Ça fait que là, je reviens à Montréal et je fais ça Ironman style. Fait que je pratique à tous les jours, plusieurs fois par jour. Je fais jusqu'à 4 classes de yoga par jour. Et j'essaie de faire les poses là, les plus difficiles, là, les jambes croisées et ainsi de suite. Oui, tout à fait. J'ai commencé... Dans la performance du yoga. Dans l'hyper-performance du yoga. Est-ce que, tu parles beaucoup aussi de l'image qu'on se donne, qu'on s'impose souvent, ça nous limite. Toi, est-ce que tu considères que ton ego a souvent été dans le chemin pour prendre des bonnes décisions? Oui, parce que, je l'ai dit, là, mais tu sais, quand ton intention, c'est de faire flasher ton rôle, c'est de recevoir de la reconnaissance, ton intention n'est pas de contribuer à partir de ton essence à un besoin, tu veux juste recevoir de la reconnaissance ou tu essaies de contrôler la vie pour combler ton besoin de sécurité. Mais à ce moment-là, tu es en réaction. Tu n'es pas en action. Puis c'est pour ça que tu vas aller à l'encontre de tes valeurs. Tu vas faire des choses. Tu sais, moi, je veux dire, moi, j'étais le commander en finance. J'étais un gars discipliné. Là, tu sais, la gestion du risque, l'exécution, c'était super important. Puis ce que j'ai fait avec mes propres économies, ça s'explique pas. Là, tu sais. Ça fait que je l'ai fait en réaction totale. Vraiment, oui. Ouais. En réaction d'urgence. De survie. De survie. De survie, puis de combler mes besoins, mes différents besoins humains. Une fois qu'on réalise ça, comme tu l'as fait, j'imagine que ça se fait progressivement, il y a quand même des deuils à faire. Ce train de vie-là, par exemple, c'est grisant, il y a de l'adrénaline. Est-ce qu'avec ça vient, oui, certains deuils, ou une insécurité financière? Tu avais des enfants, tu te dis, bon, OK, là, je veux avoir un contrat de vérité avec moi-même, je veux être dans le moment présent, mais tu as quand même des responsabilités et un train de vie auquel la famille est habituée. Oui, tout à fait. Puis, j'ai voulu, en 2009-2010, là, j'ai commencé, je voulais ouvrir je me cherchais un rôle, tu sais, puis j'avais pas de job en finance, puis les jobs en finance qu'on m'offrait n'étaient pas aussi élevés que ceux que je pensais que je valais, là, qui ne ressemblaient pas à travailler pour Bervin Howard. Puis là, je me suis dit, en faisant du yoga, je me suis dit, c'est une belle business, ça. Puis je pourrais peut-être être propriétaire d'une chaîne de studios de yoga. Là, tu sais, je pourrais être le magnat de studios de yoga, puis je pourrais parker ma Porsche en face. Puis... Et j'avais rencontré une femme qui avait justement des franchises. Et tout de suite, elle et moi, on a cliqué. Mais une des premières choses que j'ai dit, je pense que j'ai élevé mes filles Mes filles ont eu des vies confortables. Là, tu sais, on a voyagé, les voitures et ainsi de suite. Puis je me suis dit, je pense que qu'est-ce que je suis en train de vivre va être justement salutaire pour eux autres. Là, tu sais. Fait que, puis à ce moment-là, il me restait encore des économies. Je n'étais pas encore trop préoccupé, mais je me disais, ça va être bon de voir que je n'ai pas juste survécu à ça, mais que je vais vivre, puis vivre de façon différente, puis que tu peux trouver le courage de réussir malgré certaines épreuves qui t'arrivent. Puis est-ce que les enfants ont suivi ton cheminement relativement facilement ou ils ont trouvé ça difficile, elles aussi? Je pense ça, je l'ai écrit dans le livre, mais dans toutes mes relations qui ont changé, ma relation avec mes enfants n'a pas changé. Puis
sais, peut-être parce que j'avais lu Kaïl Gibran là, juste avant de me marier, puis que tes enfants, c'est pas tes enfants, c'est les enfants de la vie. Puis, il y a des cadeaux, hein, puis moi, je me serais jamais séparé de la mère de mes enfants, mais quand elle m'a laissé, pour moi, ça a été un moment opportun, vraiment, là, d'être papa 1 semaine sur 2, puis j'ai 4 filles en 5 ans, jour pour jour. Puis quand on s'est séparés, les filles avaient 6, 8, 10 et 11. Puis, j'ai jamais été occupé à être dans le rôle du père. Je suis un père très sévère, très rigoureux, mais quand ma petite de 6 ans me disait « Hey, papa, t'exagères. » Ah oui? C'est vrai? Pourquoi? Puis tout de suite, j'étais capable de voir la sagesse de la petite personne. Puis je l'ai dit dans le livre, il y a 2 de mes filles que je me suis aperçu genre à 5 et 7 ans qui étaient plus vieilles que moi, tu sais. Puis... fait que ma relation a tout le temps été relativement yogique, au-delà du rôle. J'ai pas été occupé... Tu sais, tu as un rôle de père, mais je me suis pas perdu dans le rôle du père. Rôle-là, Non, été ne me toi-même, contredis vraiment. pas, c'est moi qui ai dit ça. Écoute ce que je te dis, puis tout le temps est quand même ouvert à voir là, tu sais, la sagesse de la petite personne qui est là, puis qui était plus vieille que moi, tu sais. Donc, pour elle, ça a été relativement facile de te suivre là-dedans. Ouais, puis c'est le fun parce que, tu sais, j'ai 2 filles qui sont allées au HEC, une en actuariat, une en médecine comme mon père, mais les filles m'ont suivi au niveau professionnel, ils ont fait du triathlon, après ça, ils ont travaillé au studio de yoga, ils travaillent au Festival Wanderlust, ils font du yoga, et puis je ne l'ai jamais forcé, tu sais. Puis, ouais, puis en tout cas, j'ai eu un bébé il y a 2 ans et demi, là, qui est leur frère aussi. Puis les filles, ils embrassent ma vie vraiment, là, tu sais. Fait que, ouais, j'ai une belle relation avec les filles. Ouais. Ils sont avec un père qui est bien, probablement, dans ce qu'il est devenu maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Mais ma relation avec eux autres aussi, elle a toujours été bien, ouais. Il va pas trouver, oui, là, Sophie, je pense qu'il va quasiment avoir une petite larme, là. Non, pas encore. Ça m'arrive de pleurer, puis je suis pas gênée. Non, c'est ça. Tantôt, tu as parlé de prison. Tu sais, on peut aussi... Tu as parlé de l'apparence du corps. On peut être prisonnier de l'apparence de son corps, de ses possessions, des perceptions des autres. Et le corps, moi, j'ai bien aimé quand tu dis dans ton livre, arrêtons de le regarder, mais il faudrait l'écouter davantage. Parce que le corps nous envoie des signaux. Par exemple, la maladie, c'est comme un cri du cœur du corps. Bien, tout à fait. Il y a plusieurs niveaux de vérité, là. Puis la première vérité, c'est la vérité de ton corps. Tu sais, juste prendre... Puis c'est pour ça que j'aime le yoga, puis parce que juste reconnecter avec la respiration, là, tu sais, puis sans jugement, puis juste écouter ce qu'il y a à dire, là, sans définir, sans dire bon, pas bon, peu importe, mais juste de reprendre contact avec la respiration, avec... Tu sais, on marche sans sentir notre corps, là. On marche comme des robots, on vit comme des robots, on mange comme des robots. Puis la conscience du corps et la conscience de la respiration, la conscience du corps est le niveau, selon moi, le plus facile de se reconnecter avec la vérité. Puis une fois que tu as ça, bien après ça, tu peux reconnecter avec la vérité, avec les autres humains qui t'entourent et avec l'environnement qui t'entoure. Ça fait que pour moi, il y a comme 3 niveaux de conscience. Qui sont le corps? Qui sont personnels, le corps, les humains et la vie qui t'entoure. Globalement. Ouais. Aujourd'hui, tu te retrouves quand même, on dit, oui, yogi, méditation et tout, mais tu es chef d'entreprise. Tout à fait. Est-ce que tout ce cheminement-là, j'imagine, a teinté ton attitude, ta façon d'être comme chef d'entreprise? Oui et non, tu sais, puis j'ai pas changé. Et même comme professeur de yoga, j'enseigne mes classes de yoga pareil comme quand j'étais head bond trader chez Morgan Stanley. Je suis rigoureux, demandant, un peu comme le commander encore. Mon studio de yoga va très bien. J'ai d'excellents professeurs. Puis une des raisons, c'est que je le gère. Puis on n'hésite pas à dire non, on n'hésite pas à mettre du monde dehors. Mais tu sais, j'ai été longtemps juste commander, juste dans ma tête, dans mon esprit rationnel. Mon cœur était là, mais je ne voulais pas l'écouter parce que tu sais, ça paraît pas bien à Wall Street d'avoir un cœur. Si tu veux un ami, achète-toi un chien. Oui, non, c'est pas winner, là. T'es pas supposé. Mais là,
j'essaie, dans mon quotidien, d'être le yogi de Wall Street, d'être l'équilibre entre la tête et le cœur, puis pour moi, qui représente la pleine conscience. Ça fait que quand je vais dire à un professeur ou à un de mes clients ou à ma partenaire, j'essaie de m'attraper, tu sais. J'essaie de ne pas juste être dans ma tête, mais j'essaie de venir dans mon cœur, dans un endroit d'amour, OK? Puis pour moi, la pleine conscience se pratique en aimant l'autre personne, OK? En disant la vérité, tu sais. Et non le contraire. Tu ne peux pas dire la vérité puis aimer l'autre personne. Non, mais tu sais, ce que tu portes, là, j'aime pas vraiment ça, Sophie, mais je t'aime. Ça marche pas. Puis si je viens dans un endroit d'amour avec toi, puis je dis, ah, c'est... Tu sais, puis là, je t'aime, puis là, je vais dire, hey, c'est vraiment très joli ce que tu portes. Ou, non, peut-être que je pourrais le dire d'une autre façon, mais en t'aimant, tu sais, puis en disant, ah, c'est différent, qu'est-ce que tu portes. Ah oui, c'est différent. Non, mais tu comprends, tu sais. Mais là, l'exemple n'est pas bon, mais tu sais, si je parle avec ma gérante aujourd'hui, qui est vraiment comme la patronne du studio, puis je dis une affaire de même, mais Janie, ça a été mal fait. Mais je t'aime, tu es importante pour moi. Non, viens dans un endroit d'amour et la façon dont tu passes ton message va être différente. Aime la personne, réalise que tu parles à une personne humaine à l'intérieur du rôle, puis qu'elle a les mêmes besoins humains que toi, là, tu sais. Fait que mon attitude a changé, mais je me sers beaucoup plus de mon cœur. J'essaie de moins me perdre dans ma tête. Je fais de l'auto-observation. J'essaie de me ramener constamment dans cet endroit-là, entre l'équilibre, entre la tête et le cœur, entre le yogi et Wall Street. Mais je n'ai pas changé. Puis le but de la pratique spirituelle n'est pas de changer. Non, c'est vrai. Oui. Au contraire, c'est d'être vraiment soi-même dans son essence. Exactement. Puis j'ai une essence, j'ai une personnalité, j'ai quelque chose d'unique. Puis je l'offre au studio, je l'offre en conférence, je l'offre en coaching. Tu sais, quand je coach les gens, là, ça arrive, je les aime, ça arrive quand même souvent aux personnes comme d'être interpellées, puis d'aller les toucher, puis d'essayer de shaker quelque chose en eux autres pour les réveiller, pour réussir à leur donner le courage. Oui, de sortir de la zone de confort. Exactement. Et ça en prend du courage. Exactement. Demeurer présent soi-même, c'est un exercice de tous les instants, ou presque. C'est ce que tu disais un peu quand tu veux entrer en relation avec quelqu'un ou tu as un message à passer. Et tu dis dans ton livre, pratiquer la pleine conscience est la meilleure façon pour me garder libre au quotidien du besoin de reconnaissance. Bien, c'est la seule arme que tu as, là, parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a été endoctrinés par nos parents, par la société, à vouloir des bébelles ou à vouloir une carrière qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas c'est qui le veut. T'sais. Puis la pleine conscience te ramène ici, maintenant. De rester toujours connecté. Oui, puis de rester toujours connecté. Puis j'aurais pu faire la même carrière en finance. Oui, tu aurais pu décider. Puis j'aurais été bien meilleur. Oui. Puis il n'y a rien de mal à travailler pour une grande banque parce qu'on en a... Ça, je me fais souvent poser, tu ne retournerais pas, là. Absolument que je retournerais. Il n'y a rien de mal à travailler en finance. On a besoin des banques. Mais quelle est ton intention? Tu as un talent, tu as quelque chose, tu as une essence et il y a des besoins. Il y a des besoins à l'intérieur de la compagnie, il y a des besoins dans la société. Puis c'est de faire le lien entre les deux. Parce que dans le demeurer présent, là, quand ça va bien, c'est plus facile. Mais toi, tu dis aussi demeurer présent lorsque ça fait mal, accueillir l'émotion plutôt que de maintenir le réflexe immédiat de chercher une solution pour chasser le malaise ressenti. Puis c'est un réflexe qu'on a. Oui. Faut éviter... De combler notre besoin de sécurité, on va être souvent dans la fuite, puis on n'accueillera pas les émotions. Puis toi, tu appelles ça la loi des accidents. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu de la loi des accidents. Bien, la loi des accidents, c'est peut-être un peu différent, mais la loi des accidents, c'est quand tu es en mode réaction. Puis c'est quand tu t'identifies à quelqu'un d'autre que tu es vraiment. Là, ça fait que là, si moi, mon rôle était un financier, bien là, je contrôle pas ça. Okay? Puis si tu es connecté à ton essence dans le ici et dans le maintenant, il arrive des épreuves dans la vie humaine, il y a des douleurs dans la vie humaine, mais ça fait partie, c'est pas des accidents. Okay? Mais quand tu es en déséquilibre, loin de ton essence,
tout le temps dans ta tête à essayer d'atteindre quelque chose que tu ne sais pas. Ça fait que là, il arrive une multitude de choses dans la vie, puis là, tu te fais ramasser par la rivière. Là, tu te fais ramasser par la danse au lieu d'être dans le mouvement de la danse. Ça fait que là, c'est là que tu es sujet à la loi des accidents. Puis c'est un peu aussi accepter d'être impuissant à plusieurs égards quand il nous arrive des épreuves, même quand ça fait mal. Il y a des grands courants dans la vie humaine. On a déjà parlé de la mort, on a parlé de 2008, on a parlé du vieillissement du corps, de la maladie. Il y a des bonnes choses aussi qui arrivent, là, tu sais. Il y a des cônes oranges à Montréal et ainsi de suite. Mais il y a des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Et à chaque fois que tu as une opposition contre ce sur quoi tu n'as aucun contrôle, tu te vides de ton pouvoir, tu te vides de tes forces. Puis après ça, quand il t'arrive des vraies épreuves de la vie humaine, tu es dénudé, épuisé, puis là, tu es sujet à la loi des accidents, puis tu es en réaction. Puis après ça, tu doutes, tu juges, tu te culpabilises, puis tu dis « Maudit, j'aurais pas dû faire ça », parce que c'est pas toi qui a posé ce geste-là. Tu as été en réaction, c'est quelqu'un d'autre que toi. Là, tu sais. Ce qui peut aider au cheminement aussi, c'est de réaliser et de se le rappeler que tout est impermanent. Autant les grands bonheurs, les grandes joies que les épreuves. Absolument. Tout à fait. Il n'y a pas grand-chose de permanent, dans le fond. La seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Voilà, c'est ça. Oui. Et une fois qu'on réalise ça relativise bien des choses. Oui, absolument. Ça, tu nous le fais comprendre dans ton livre. Oui. Puis la seule chose qui existe, c'est ici. La seule chose qui est libre de l'illusion, c'est ce qui se passe ici. La seule vraie vérité, c'est ici. Puis ta vie est faite de tous ces moments-là. Puis si tu n'étais pas là pour en profiter, pour maximiser ce que tu avais à donner, puis d'essayer de combler tes différents besoins humains dans ces moments-là, bien, tu as peut-être eu une belle vie sur papier, mais tu passes à côté. Mais tu passes à côté, tu n'étais pas là pour la vivre. Tu nous as parlé, puis tu as effleuré le sujet tantôt, puis puisque Micheline nous donne un petit peu de temps, où on va le prendre. Mettons qu'elle a accepté qu'on était pour la prendre. Il y avait un animateur qui défonçait, nous autres, on défonce. Mais c'était aussi pour donner l'occasion, s'il y a peut-être tout à l'heure des gens qui voudront poser quelques questions certainement, aussi. Oui. Mais tu dis que tu as eu des enseignements précieux lors du décès de ton père. J'aimerais ça qu'on y revienne un peu. Oui. Puis c'est des moments importants, ça. Oui. Bien, ça a été les moments de vie, de vraie vie comme ça. Tu sais, je veux dire, tu peux pas bullshitter. Mon père, il est rentré à l'hôpital le 26 décembre. Le 28 décembre, on avait 20 ans de différence. Il avait 71 ans. Puis le 28 décembre, il a appris qu'il avait un cancer terminal. Il pensait qu'il y avait 3 mois, mais il est mort en 3 semaines, puis il était top shape. Il venait de passer, en tout cas. Puis c'était un gars en forme. Et quand tu es là, sur le lit de mort, à le regarder, puis à tout passer, la vie, c'est peut-être là que je vais me mettre à pleurer, mais tout passer la vie en review, là. Merci, papa, d'avoir été un père exceptionnel. Mon père avait gagné la garde à temps plein en 1973, je pense. C'était rare dans ce temps-là. La garde à temps partagée, ça n'existait pas. Fait que lui, il avait gagné la garde à temps plein. Ma mère avait des difficultés, c'est que je l'ai remercié de m'être séparé de ma mère. Je me suis excusé de certaines choses, et ainsi de suite. Puis il y a plusieurs réponses, tu sais, dans ce moment de vérité-là qui sont arrivées. J'avais l'impression de ne pas maximiser mon talent au niveau professionnel. J'avais pas l'impression d'avoir juste un studio de yoga, que c'était assez pour ce que j'avais à offrir. Puis de là, il est sorti le projet du livre, le projet d'ouvrir d'autres studios de yoga et ainsi de suite. Et puis dans les moments vraiment intimes là, avec mon père... Qui est encore conscient à ce moment-là? Super conscient. Il était conscient jusqu'à la fin. La mère de mon fils, qui avait 1 an et demi à l'époque, c'était vraiment difficile. Puis elle était comme en chicane avec la famille et ainsi de suite. Puis on avait des valeurs non complémentaires et probablement vraiment différentes. Puis là, j'étais avec lui, puis on pleurait, puis on se regardait, et ainsi de suite. Puis je disais, tu sais, papa, si j'avais le courage, là, c'est
pas facile. Là. Je pense que je mettrai un terme à ma relation avec la mère de mon fils. Elle dit, je le sais. Je le sais. Tu sais. Puis de façon assez bizarre, là, comme après sa mort, là, quelques jours après sa mort, j'ai soudainement eu ce courage-là. Puis qui était évidemment une bonne chose pour moi, pour la mère et pour mon fils, mais qui est arrivé des grandes leçons. Puis c'est des choses que tu ne peux pas nécessairement comprendre avec ton esprit rationnel. Tu sais, la réponse arrive à travers toi. Tu sais, tu peux juste être la réponse. Oui, non, vraiment. Pour avoir vécu quelque chose de semblable aussi à la mort de mon père, je comprends bien. Je suis rendue à Alvac. Bon, Alvac. Donc, ce processus-là, Alvac, pour accepter, liberté, vérité, agir, confiance, tu dis que c'est un processus qui t'aide, toi, justement, à rester connecté dans ton essence? Qui m'aide à combler, qui me donne le courage de réussir, qui m'aide à combler mes besoins humains, qui s'applique au niveau professionnel dans un contexte d'affaires, mais qui s'applique dans toutes les sphères de la vie humaine. Accepter... Parce que de par notre besoin humain, là, nos besoins humains, entre autres le besoin de sécurité, qui est le besoin premier pour bien du monde, c'est qu'on a de la difficulté à accepter ce sur quoi on n'a aucun contrôle. Okay? Puis on refuse d'accepter ta relation amoureuse, ta situation financière, que tu te fasses mettre dehors, et ainsi de suite. Puis on essaie de contrôler l'incontrôlable pour se sécuriser. Mais puis on passe notre vie justement à ne pas accepter. Puis la pratique spirituelle te rapproche de ton cœur, te donne le courage d'accepter ce sur quoi tu n'as aucun contrôle. Ça ne veut pas dire être d'accord, ça ne veut pas dire que tu souhaites plus d'épreuves, d'accepter l'inacceptable. Mais une fois que tu l'as accepté sans te résigner, une fois que tu l'as accepté, là tu es comme le Jedi, là tu as toute cette force-là, cette puissance-là, au lieu de te vider à essayer de te battre contre la rivière au printemps qui est débordée de son lit. Tu te nourris de ça, donc tu réserves tes énergies. Oui, mais c'est un peu comme le judoka, OK, qui rentre dans le ring puis qui voit là, que l'autre est beaucoup plus fort que lui. OK? Fait qu'il accepte que son partenaire est plus fort et il utilise la force de son opposant et il met tout son poids derrière puis ça le rend plus fort. Là, liberté. Liberté, on est prisonnier de notre rôle, peu importe ce qui est notre rôle, notre rôle professionnel, notre rôle familial, nos bébelles, nos ci, nos ça. Puis, on se sert de ça pour essayer de combler notre besoin de reconnaissance. Puis comme on l'a dit tantôt, il n'y a rien qui va combler notre besoin de reconnaissance parce que ce n'est pas toi qui le reçois. Puis c'est pour ça qu'on se sent un étranger puis qu'on n'est pas capable d'être vraiment intime avec les autres. Puis le moment où... Okay, puis on est mélangé. Tu sais, moi, le monde vient de me voir et dire « Moi, Éric, j'aimerais ça faire comme toi. Là. Je vais tout sacrer ça là. Je vais vendre des bébelles, puis je vais être prof de yoga. Je vais m'en aller à Bali. » Mais pendant que tu vas être à Bali, tu vas être encore emprisonné dans ta tête puis essayer de poster des affaires sur Facebook puis dire à tout le monde « Moi, je suis à Bali. » Tu n'es pas libre. Puis la liberté est quand tu as la capacité d'agir, de respecter tes valeurs profondes. Et avec un cœur, par exemple, dans la bienveillance et dans l'empathie, OK? Mais ta mission dans la vie, c'est de reconnecter avec tes valeurs, avec ce que tu as à offrir. Et à partir du moment où tu as agi selon ton propre code d'éthique à toi, OK? Mais là, ton besoin de reconnaissance est comblé. Puis les autres, ils vont juger parce qu'ils passent leur temps à te juger, anyway, parce que ça leur fait du bien pour essayer de se sécuriser eux-mêmes. Tu laisses les autres te juger, tu t'en fous, ça. C'est là que tu rejoins la vérité. Bien, oui, tout à fait. Ouais. Tu as tout à fait raison, parce que le moment où tu as arrêté de te battre avec la rivière, tu as accepté ce sur quoi tu n'as plus aucun contrôle, tu n'es plus dans ta tête à essayer de faire flasher ton rôle, ça fait que tu es sécurisé et ton besoin de reconnaissance est comblé. Là, tu arrives ici. Là, tu arrives dans le ici et le maintenant. Et ce que je dis dans le livre, tu arrives dans l'axe vertical plutôt que l'axe horizontal. Au lieu de te passer à hier et à demain, tu augmentes ton niveau de présence dans le moment présent aujourd'hui, dans les 3 niveaux qu'on a parlé tantôt. Par rapport à toi, comment es-tu aujourd'hui? Moi, je suis le yogi de Wall Street, mais j'ai pas juste des bonnes journées. Tu sais. Il faut que je m'accepte. Les autres qui sont alentour de toi. Tu sais. Et je veux dire, la vie de la compagnie, de la société, au niveau politique, économique, social et ainsi de suite, il y a des vérités
dans toutes les sphères de la vie humaine. Là. Puis là, à ce moment-là, tu n'as plus les... Ce que je dis dans le livre, c'est qu'à ce moment-là, tu enlèves les lunettes du désir. C'est parce qu'on a, de par notre conditionnement, on a développé une longue liste de choses qu'on aime et qu'on n'aime pas pour combler nos besoins. Puis là, on est occupé à essayer d'accumuler les bébelles qu'on aime, puis ils viennent dans des boîtes, là, tu sais, puis tu es juste occupé à accumuler les boîtes sans même te donner la peine de les ouvrir parce que tu as fait une neuroassociation dans le passé où cette bébelle-là, tu es supposé aimer ça, OK? Puis il y a une longue liste de choses que tu n'aimes pas, puis tu es juste occupé à les repousser sans même te donner la peine de connecter avec cette personne-là, avec cet événement-là, et ainsi de suite. Puis le moment où tu arrêtes d'avoir peur, tu as comblé ton besoin de sécurité, tu reviens dans le ici et le maintenant, et là, tu combles ton besoin de connexion / amour avec les humains, avec la vie qui t'entoure. Et c'est cette connexion-là, parce que là, on arrive à l'agir, qui te donne le pouvoir d'action. Le moment où, OK, tu as compris ton code d'éthique, tu as vu les besoins, ça fait que tu as compris, tu n'as plus peur, tu es sécurisé parce que tu as accepté l'inacceptable. OK? Et tu as compris ton code d'éthique, tu vois ton talent, tu vois tes passions, tu vois ce que tu as à offrir, puis tu vois la vérité, la vraie vérité, pas celle que tu veux voir. Ça fait que tu vois les besoins dans toutes les sphères de la vie humaine, puis là, tu fais le lien entre ce que tu as à offrir et les besoins. Ça te fait agir, ça t'amène dans l'action, puis c'est une action qui contribue au-delà de toi. Ça fait que tu viens de... Ça, c'est ta vraie mission de vie, c'est ton dharma. Tu fais le lien entre ce que tu as à offrir et les besoins, puis c'est une action qui te nourrit. Et la dernière lettre pour le Halvac, la confiance. Tu fais confiance. OK? Ça fait que là, à ce moment-là, tu as accepté, tu es libre, tu as agi à partir de ton essence. Puis c'est sûr qu'il y a des résultats plus intéressants que d'autres, mais les fruits de l'action font partie de la danse. Tu ne contrôles plus ça. Puis tu évalueras. Bon, ben écoute, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois? Mais tu ne vis plus dans la polarité, dans la survie ou dans la mort. Il y a un espace entre les deux où tout est parfait. Ça. Moi, je m'arrêterai ici parce que peut-être qu'il y a des gens qui veulent. Peut-être qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions. Sinon, je continuerai. Parce que moi, vous voyez, je ne vous avais pas dit pourquoi j'avais choisi Sophie, mais c'est parce qu'elle est bonne à poser des questions, vous conviendrez. Elle a une excellente à interviewer. Ben oui, donc tant mieux. Facile. C'est plus que facile. Est-ce que vous avez envie de partager, faire un... Ah, Roxane. Moi, j'ai une question. Tu sais, parfois, on a une identité qui nous est apposée ou qu'on se choisit parce qu'elle nous convient bien. Là, tu dis le yogi de Wall Street. Y a-t-il des moments où tu te sens un imposteur de te faire appeler le yogi de Wall Street? C'est une bonne question, mais pour moi, le yogi de Wall Street représente la pleine conscience. OK? Fait que le yogi de Wall Street, c'est tout puis c'est rien. Puis c'est la tête et le cœur. Fait que le yogi de Wall Street, pour moi, c'est une personne humaine. Puis qui va au Costco, qui va au parc avec son fils, qui a une job. Qui a des journées plus difficiles que d'autres. Puis c'est ça, là, tu sais. Puis c'est une personne humaine qui essaie de trouver le courage au quotidien de réussir sa vie, tu sais. Fait que je suis pas occupé à être le gourou. Je suis pas un gourou. Je suis le professeur. Comme je dis, je suis le thérapeute et la thérapie, tu sais, live en même temps. La thérapie, c'est sur moi, puis je partage sans aucune gêne ce que j'apprends sur moi. Ouais. D'autres questions? Mais c'était très bon, Roxane, merci. D'autres questions? Ah! Tout à l'heure, je parlais de listes. Est-ce que tu as encore ces listes-là? Puis quand on est en pleine conscience, on n'a plus les listes? Liste de choses qu'on aime pas? Oui, c'est une bonne question. J'essaie d'être plus curieux par rapport à tout, là, tu sais. Et puis, ma nouvelle phrase, là, tu sais, quand il pleut, là, OK, tout le temps, puis tu as fait des neuroassociations que la pluie, c'est moche et ainsi de suite. Puis là, tu te répètes ça à journée longue, puis là, ça a un impact sur ton humeur, sur ta vie, sur tes... Fait que, tu sais, moi, j'essaie de voir les choses que j'ai associées à, pas à du malheur, là, mais que j'aime pas, à me dire, ah, bien ça va être intéressant, ça. Tu sais, c'est intéressant. Fait que j'essaie de cultiver de la curiosité, de la flexibilité par rapport à des trucs que...
Puis j'essaie de comprendre, OK, mon attrait pour certaines choses. Là, tu sais, j'ai eu plusieurs voitures de luxe. Puis là, ça fait comme 8 ans que j'ai la Volvo du Yogi. Tu sais. Puis j'ai encore des fois des pulses, là, tu sais, j'ai le goût de changer de voiture et ainsi de suite. Mais quelle est mon intention derrière cette envie-là? Là, tu sais? Ça fait que j'essaie de comprendre d'où vient mon association. Puis est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bon point. D'autres choses? D'autres questions? Julie? Pour faire un lien avec ça, la société est faite qu'on veut, le désir de consommer tout le temps et toujours avoir la plus grosse voiture, la plus grosse maison. C'est aller à l'encontre de tout ce qui est marketing au niveau... Bien, ça, je le dis dans le livre, c'est pas juste marketing, mais c'est économique aussi, parce que si tu ne changes pas ton iPhone à tous les 6 mois, la planète s'écroule, ni plus ni moins financièrement, parce qu'on est surendetté. Mais c'est pour ça que si tu as arrêté d'avoir peur, si tu as connecté avec ton propre code d'éthique, tu as vu les vrais besoins, les tiens et ceux de ta famille, puis là, tu agis, pour ça, tu fais confiance, tu sais. Puis si tu as besoin de t'acheter une nouvelle voiture parce que ta famille a grossi et ainsi de suite, puis tu vas dans la campagne, puis tu veux un camion, peu importe, mais quelle était ton intention derrière ton action? Puis c'est correct, tu sais. Puis si tu veux t'acheter un nouveau téléphone, c'est correct, mais pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est ça la question. Puis, on revient à la pleine conscience. Bien, tout à fait. C'est de te poser la question, pourquoi, quelle est l'intention? Puis peut-être que l'intention, ça peut être juste de se faire plaisir. Oui, parce qu'il faut célébrer aussi des fois, puis il faut se gâter. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis fait plaisir, mais j'ai jamais vraiment savouré. Parce que dans mon image de commander, là, c'est le commandant qui est tout le temps sérieux, tout le temps prêt à aller à la guerre, puis il arrive un bon moment, puis tu penses juste à la prochaine attaque. T'sais. Oh, on a eu une bonne année, mais c'est pas grave, l'année prochaine, il faut répéter. Oui, il faut se gâter, il faut célébrer, puis il faut apprécier. Ouais. Puis, si tu le fais, c'est dans cette intention-là. Hey, je me gâte. Ouais. Puis j'ai le droit. Parfait. Oui, c'est ça. Hein. Puis pas de culpabilité là-dessus. Je l'ai faite. De se savourer à plein. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? Non, non. Alors, je ne vais pas appeler ça une bebelle, là. Ça, c'est pas une bebelle, ça, là. Ça, c'est pour se faire plaisir. Alors, félicitations pour ton ouvrage. Éric, félicitations, Sophie, pour l'excellente entrevue. Peut-être une dernière question, parce que je suis curieuse. Pourquoi le courage de réussir versus le pouvoir de réussir? Pourquoi ce choix de mots-là en particulier? Parce que la distance entre toi et ta vie de rêve passe par le courage. Puis, dans l'étymologie du mot courage, il y a le mot cœur. Et la pleine conscience, scientifiquement, t'éloigne un petit peu de ta tête, te rapproche de ton cœur. Dans ton cœur, tu trouves le courage, la force de réussir ce que tu veux. Merci beaucoup, Sophie.